Donc à 24 ans, si je comprends bien, donc tu m'as dit que tu as créé cette entreprise qui s'appelle Alliance Transport Accompagnement, ATA, si je dis pas de bêtises. C'était un ancêtre hybride entre Blablacar et Uber actuellement, mais bon, ça a été fait les années 2000, donc bravo à toi. Quelle intuition t'a poussé à te lancer dans ce domaine-là? Je vous raconte une belle histoire ou un truc très concret? Ben, les deux. Les deux. Euh, le truc très concret, c'est que je suis d'origine marocaine. Euh, je vais repartir depuis le début. Je suis assis dans mon canapé et je cherche une idée pour monter ma boîte. Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde Arte. Ouais, c'est toujours surprenant de se dire un jeune de banlieue qui regarde Arte. Bah ouais, j'étais sur Arte. Et je vois un monsieur qui assure le transport de personnes âgées chez le dentiste. Et ça se passe en Suède. Le dentiste est un des médecins qui ne peut pas se déplacer à domicile, tout son appareillage. Donc il y avait un monsieur qui assurait du transport, il faisait du ramassage de personnes essentiellement âgées ou à mobilité réduite, ou des personnes qui d'une manière générale ne pouvaient pas se déplacer. Il les emmenait chez le dentiste et puis les ramenait chez eux. Puis je me suis dit que là, il y avait quelque chose, je tenais un truc. Puis ensuite, je me suis rappelé que l'été, au Maroc, il y avait ce qu'on appelle des grands taxis pour faire de l'interurbain. Ce sont des taxis, généralement, à l'époque, c'était des Mercedes 220, où vous pouviez mettre 2, 4, 5, 6, 7, 8 plus le chauffeur, donc très tassé, et ça faisait de l'interurbain. C'était du taxi collectif. Et je me suis dit qu'entre ces deux choses-là, entre la Suède et le Maroc, entre le taxi collectif suédois et le taxi collectif marocain, il y avait quelque chose, et le concept est né comme ça. Et donc, je l'ai mis en place, mais aussi, il y a une expérience, c'est que pendant quelques années, mon père faisait des économies, on n'a pas eu de voiture. Et ça galérait pour aller faire les courses. On a un centre commercial qui est à 5 km, le centre commercial, une grande distribution, je ne vais pas donner la marque, qui se trouve à 5 km. Il fallait les faire les 5 km. Avec un bus, c'est pas terrible parce qu'il faut porter les sacs, etc. Donc on se débrouillait, les amis, les copains, mes potes, ceux de mon frère, les amis de mon père, etc. Et puis je me suis dit, bah, en fait, il y a un besoin parce qu'en regardant les chiffres, on avait presque 6 habitants sur 10 de la cité qui n'avaient pas de voiture en taux d'équipement. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis j'ai regardé en élargissant autour de Mantes-la-Jolie, qui est une zone rurale, il y avait aussi pas mal de besoins de personnes âgées pour venir en ville à Mantes-la-Jolie, où il y a l'hôpital, où il y a les médecins, etc. etc. Je me suis dit, en fait, bingo, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le marché, j'ai la demande qui est là, une demande qui est à la fois urbaine, au cœur de la cité, des gens qui n'ont pas de voiture, qui est aussi rurale, parce que la ruralité, le bus, une fois le matin, une fois le soir, etc. J'ai créé ATA comme ça. Donc voilà, c'est parti d'un soir affalé sur un canapé, et c'était assez bizarre, c'est que tout ça était devant moi. Les taxis collectifs, je les ai pris. La demande était là puisque j'ai moi-même porté des sacs dans le bus. Mais il aura fallu que je sois assis sur un canapé à regarder un reportage à la télé pour que tout ça me dise, bah, il y a un besoin et tu peux y répondre. Et donc c'était intéressant. Je me dis que pour trouver la bonne idée, il faut être ouvert et utiliser toutes les opportunités, toutes les étapes de la vie, tous les moments qu'on vit pour se dire, est-ce que là, il n'y a pas une opportunité business? Parce que finalement, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent Arte en se disant quelle idée de business je peux avoir. Mais après, il y a, mais après, il y a une notion de feeling, il y a une notion d'intuition, quelque chose qu'on ressent au niveau de ses tripes. Il y a quelque chose parfois qu'on ne s'explique pas. Et que uniquement après 2-3 ans, on se dit, mais attends, mais j'ai ressenti quelque chose à cette époque-là. Et qui fait qu'on se pose, s'il y avait ça ou pas? C'était la petite voix, celle qui me disait c'est le moment. Quand je me suis lancé, il y avait deux écoles, deux groupes de personnes. Il y a ceux qui m'ont dit mais c'est génial, vas-y fonce. Et il y a ceux qui m'ont dit je vous la fais courte, mais tu prends un risque, ça va pas, tu n'y arriveras jamais. Ma mère m'a soutenu. Ma mère m'a soutenu. Ma mère m'a dit vas-y, tu vas y arriver, etc., etc. Mon père m'a dit texto, toi tu vas être patron. Et je vous le traduis de l'arabe, toi tu as la figure d'un patron. Bon, arrête tes bêtises et va chercher du travail. Donc Ça fait mal. ça fait mal, et en plus quand vous êtes l'aîné
et que c'est votre père qui le dit, je ne l'ai pas pris mal, je l'ai pris comme un challenge. C'est ton caractère. Tu vas voir. C'est ton caractère, Aziz. Il y aurait d'autres personnes qui auraient pu dire « Ah oui, c'est une vérité ». Surtout si la figure paternelle est tellement imprégnante parfois. On se dit « Oui, ok ». Je ne sais pas si les garçons n'ont pas envie de prouver au père. Enfin, on va rentrer de la psychologie. Mais moi, j'avais envie de lui prouver une fois de plus qu'il se trompait. Qu'une fois de plus, le regard qu'il avait était biaisé et qu'une fois de plus, j'allais relever de challenge. Donc, pas de souci. J'ai eu des gens qui m'ont dit, évidemment, en dehors du cercle familial, qui m'ont dit c'est trop tôt. Tu commences à faire ton étude de marché, tu as 22 ans, c'est trop tôt, attends d'avoir de l'expérience. Tu n'as pas d'argent. Mais si on attend d'avoir de l'argent, on ne fait jamais rien. C'est les projets qui manquent, c'est pas l'argent. Ça, je le découvre après. Je peux le dire aujourd'hui à tous ceux qui veulent monter leur boîte. C'est pas l'argent qui manque. De l'argent, il y en a. Il y en a partout. Je sais que c'est difficile à entendre et difficile à croire parfois, mais de l'argent, il y en a partout. Ce qui manque, c'est des projets solides. C'est des gens qui ont la niaque et qui ont envie. Mais ça, je ne le savais pas. Et ce que j'ai mis, moi, mon capital, mon premier capital, c'était cette énergie, et j'appelle ça l'énergie du désespoir. J'avais tellement faim, j'avais tellement envie de m'en sortir, j'avais tellement de choses à prouver, je crois que c'était mon premier capital avant même l'argent. Après l'argent, j'en ai trouvé. Comment j'ai trouvé mes premiers sous ? J'avais un petit peu d'argent de côté. Désolé de te couper, mais c'est très beau ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que ton vrai capital, c'était l'agnac, cette dalle, en fait, c'est de vouloir réellement réussir. Et c'est vrai que ça peut réellement abattre des murs et des obstacles. Et c'est très beau, hein. Désolé de t'avoir coupé, mais c'est très très beau ce que tu as dit. Ça me fait réfléchir en fait quand tu le dis. Mais, en fait, quand je prends du recul, j'avais rien à perdre. Vraiment rien à perdre. J'étais chez papa-maman, j'avais 23 ans, je venais d'être diplômé d'un BTS. J'avais travaillé 2 ans comme salarié, mais c'est pas, excusez-moi de l'expression, c'est pas ouf sur un CV non plus. Qu'est-ce que j'avais à perdre ? À tout donner et à essayer de réaliser un rêve, de faire péter ce fameux plafond de verre. Évidemment, certains m'ont dit « Ouais, mais pourquoi tu ne le fais pas en rentrant dans une entreprise et puis tu mets la même énergie, tu progresses ?» On n'est pas aux États-Unis ici. On n'est pas aux États-Unis. C'est pas le pays de l'oncle Sam où, comme dans les films, on voit le petit gars qui arrive et qui distribue le courrier quand il est jeune, et puis 20 ans plus tard, il est au dernier étage du building, assis dans le conseil d'administration, et c'est lui qui préside. Ça, c'est le rêve américain. Le rêve français, il viendra peut-être un jour, mais on ne l'a pas encore. Non, c'est une société de caste. Donc, il y a une problématique d'ascenseur social qui est très difficile. Oui. Donc, la meilleure façon pour moi, je me suis dit, je monte ma boîte parce que c'est le meilleur indicateur. Si j'y arrive, ce sera grâce à toute l'énergie de ce que j'ai mis, grâce aux gens qui m'auront rejoint, grâce aux gens que j'aurai convaincus, grâce à l'équipe qui aura été autour de moi. Si j'y arrive pas, ça veut dire que c'est pas fait pour moi et que j'ai eu un rêve qui n'était pas le bon, tout simplement. C'était pas pour moi, donc je vais ailleurs. Donc, oui, cette énergie, j'en avais vraiment beaucoup. Je disais souvent que j'avais une centrale nucléaire à l'intérieur, mais là, je vous parle de la phase positive. Vous savez, quand sur les podcasts, sur les vidéos, on voit souvent des gens qui présentent la création et la réussite sans parler du côté négatif et du côté obscur de la force. J'ai eu un ulcère, parce que quand on fait un business plan, on pense à tout. Les recettes, les dépenses, on fait des prévisions sur les recrutements, les investissements informatiques, etc., etc. Mais il y a une chose souvent que les entrepreneurs oublient. Leur principal actif, qu'est-ce que c'est ? C'est eux-mêmes. Et jusqu'où votre santé peut tenir ? Ça, on n'en tient pas compte dans le business plan. On se croit increvable, infatigable. On a tellement d'énergie qu'on pense que le corps va tenir. Mais en fait, il arrive un moment où la gestion, parce que c'est pas un sprint, c'est un marathon, il faut courir très longtemps. Et comme les sportifs de haut niveau, là on peut faire un parallèle avec les sports de haut niveau, si vous ne connaissez pas votre corps, si vous ne connaissez pas votre mental, si vous ne connaissez pas votre résistance à la pression, votre corps il va lâcher un moment. Et moi, évidemment, tout ça, je ne le savais pas, jusqu'à ce qu'un jour, je tombe et que le médecin me dit « Monsieur, ulcère. L'étape d'après, vous savez ce que c'est ? C'est cancer. » Donc, lever le pied, gérer différemment. J'ai touché mes limites, je suis revenu et j'ai géré différemment. Donc, ça, c'est le côté un peu plus délicat. Un autre côté délicat, c'est que quand vous avez surtout à cet âge-là,
23, 24 ans, vous avez un cercle d'amis, mais vous n'avez plus le temps pour les amis. Du lundi au dimanche, vous pensez business, pensez à votre entreprise. Compliqué. On vous appelle, tu sors. Non, je ne peux pas. Soit vous êtes fatigué, soit vous avez du travail. Une fois, 2 fois, les gens vous appellent moins. Donc votre cercle d'amis, au fur et à mesure, il s'effrite et on ne vous appelle plus. Vous revoyez les gens, mais le lien est un petit peu distendu. C'est compliqué. Pour la vie personnelle aussi, c'est compliqué. Les conjoints veulent des gens présents, ils ne veulent pas des fantômes. Ils veulent aussi qu'on leur consacre du temps. Donc là aussi, il peut y avoir un sujet. Donc vous voyez, ça c'est toute la face, les phases qu'on ne présente pas souvent. C'est est-ce que vous êtes prêt à investir? Je ne parle pas de sacrifice. Il y a des gens qui disent ouais, il faut sacrifier. Non, ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Est-ce que ce temps-là, au lieu de le mettre là, vous voulez le mettre là? C'est un choix. Ce n'est pas un sacrifice. Si vous le considérez comme un sacrifice, c'est négatif. C'est-à-dire que votre projet, vous vous forcez. Là, c'est un choix. J'investis mon temps. Mon temps est une ressource. Au lieu de la mettre là, je la mets là.